Alors les islamistes égyptiens et l'opposition de gauche et libérale manifesteront à nouveau demain au Caire, les premiers pour soutenir et les seconds pour rejeter le référendum du 15 décembre sur le projet de constitution, faisant craindre de nouveaux affrontements. La crise égyptienne amorcée il y a plus de 2 semaines a déjà donné lieu à des heurts entre sympathisants et détracteurs du président islamiste Mohamed Morsi. Des pros et anti-Morsi s'étaient affrontés aux abords du palais présidentiel, faisant 7 morts et des centaines de blessés la semaine dernière. Hier soir, une coalition de 13 partis islamistes comprenant les frères musulmans dont est issu M. Morsi a lancé un appel, je cite, à manifester mardi demain sous le slogan « Oui à la légitimité et oui au consensus national ». Cet appel est intervenu quelques minutes après que le Front du Salut National, le FSN, principale coalition de l'opposition, a appelé lui aussi à des rassemblements demain. Alors sous l'œil de l'armée qui a sommé opposants et pouvoir de dialoguer, M. Morsi a annulé samedi soir le décret par lequel il avait placé ses pouvoirs au-dessus de tout recours en justice et l'a remplacé par un autre, ne contenant pas cette disposition très décriée. Il a, on le sait donc, en revanche maintenu le référendum du 15 décembre, son camp expliquant qu'un report était juridiquement impossible. La loi stipule en effet que le référendum doit se tenir 2 semaines après la remise du texte au chef de l'État, ce qui avait été fait le 1er décembre. Nos invités, Sophie Pommier, bonjour. Bonjour. Spécialiste de l'Égypte, chargée de cours à l'IEP Paris, directrice de cabinet de consultant Méroé, et puis auteur de l'Égypte, l'envers du décor à la découverte. Et puis notre autre invité, vous arrivez tout juste du Caire, vous avez atterri hier soir, Moaz El-Zougbi. Bonjour. Chercheur égyptien en sciences politiques au Caire. Est-ce que peut-être pour comprendre les choses et vous poser des questions extrêmement simples, Sophie Pommier et Moaz El-Zougbi, il faut revenir à ce jour funeste pour les uns, glorieux pour les autres, du 22 décembre, et savoir si le 22 décembre ou non, on a assisté au fond à un prémisse, à quelque chose qu'on appellerait éventuellement une sorte de guerre civile en Égypte. Ou est-ce que le mot est encore trop fort? Oui, voilà. C'est un peu fort. En fait, bon, effectivement... Mais que s'est-il donc passé le 22 décembre? Alors, le 22 novembre, en fait, le président Morsi, effectivement, a pris l'initiative d'un passage en force, en essayant en fait d'enrober cette initiative sous un couvert de légitimité révolutionnaire. Il a d'abord commencé par annoncer qu'on allait rejuger les personnes responsables de la mort de manifestants pendant la révolution du 25 janvier 2011. Et puis, dans la foulée, il a destitué le procureur général, qu'il avait déjà essayé de débarquer, entre guillemets, quelques semaines plus tôt. Il avait dû revenir sur cette décision. Et puis, il s'est effectivement octroyé un certain nombre de prérogatives en se réfugiant derrière une espèce d'état d'exception. Enfin, et, oui, pour conserver la révolution, hein, pour garder la révolution. A priori, comme prétexte. Voilà, c'est-à-dire en se présentant comme... protecteur de la Révolution. Comme garant de la Révolution. Et il avait surtout aussi invalidé une procédure qui était en cours et qui pouvait aboutir à l'invalidation du comité constituant qui était attelé à la rédaction de la Constitution depuis plusieurs mois. Et c'est sans doute ça, en fait, le point focal de cette décision, c'est-à-dire que depuis de longs mois maintenant, ce projet de Constitution était discuté, contesté, et on pouvait penser à juste titre que la Haute Cour constitutionnelle qui était en train d'instruire la procédure d'invalidation allait effectivement invalider ce comité constituant, ce qui aurait relancé pour plusieurs mois la rédaction de la Constitution. Donc on peut comprendre sur le plan de la nécessité d'avancer qu'il ait ressenti le besoin d'intervenir. Après, c'est la manière dont il l'a fait et les prérogatives qu'il s'est octroyées qui sont largement discutables. On l'a du coup immédiatement, Moaz El-Zougbi, désigné comme le nouveau pharaon. Et très vite, on a entendu dans les rues égyptiennes et surtout Place Tahrir, au fond, qu'il n'avait rien à envier à Hosni Moubarak et que s'il y avait eu révolution en Égypte, ça n'était certainement pas pour revenir à ce genre de méthode autoritaire. Quel est votre sentiment et quelle a été votre analyse, vous, à ce moment-là? Effectivement, en fait, les décisions de Morsi et la déclaration constitutionnelle de Morsi a provoqué en fait, une mobilisation très importante
chez les opposants politiques, la société civile et les juges qui ont été les victimes principales au fait de cette déclaration constitutionnelle. Et pour les juges, c'était clair, au fait, la raison principale au fait, de leur résistance, de leur opposition contre les décisions était parce que la déclaration constitutionnelle au fait, interdisait à la justice d'examiner les dossiers et les procès au fait, contre les décisions du président. Et pour l'opposition politique a effectivement en fait, jugé ce décret constitutionnel comme un recul, en rechute au fait, vers un autoritarisme. Retour en arrière, quoi. Un retour en arrière, effectivement. Et donc, il y avait tous les partis politiques, la plupart des partis politiques non islamistes, y compris des partis politiques de l'islam politique un peu modéré en Égypte, et les activistes de la société civile et les jeunes activistes politiques qui ont joué un rôle important pendant la révolution de 25 janvier. Et donc, cette opposition s'est traduite par une mobilisation massive au fait, dans les rues, dans plusieurs villes en Égypte, ce qui a déclenché au fait, des affrontements assez violent entre pro et contre Morsi. Alors je parlais de guerre civile parce que tout de même c'est pas moi qui évidemment ait inventé ce terme-là, c'est notamment un éditorialiste de Al Tahrir, chroniqueur de Asafir, Wael Abdel Fattah, qui a au fond, Sophie Pommier, dit voilà, les frères musulmans avec cette décision du 22 novembre viennent de déclencher ni plus ni moins qu'une guerre civile, et en lâchant du coup contre les manifestants des miliciens, Morsi agit comme Assad. Ces miliciens, je les appelle désormais Chabia, et du coup, Morsi et les frères musulmans perdent toute légitimité. Est-ce que vous analysez la chose de la même manière ou faut-il plus nuancer ? Alors, c'est vrai qu'on assiste à des pratiques qui renvoient totalement au mode de fonctionnement de l'Ancien Régime, et même le discours du président Morsi sous la pression de la rue employait aussi une rhétorique et des références qui rappelaient absolument la période Moubarak, en montrant du doigt les opposants, en agitant, en les taxant d'espionnage, d'être manipulés par l'étranger. Des histoires de complot de l'extérieur. Voilà. Et bon, guerre civile, je pense que heureusement on n'en est quand même pas là, mais ce qu'il y a de clair, c'est qu'on a deux Égyptes avec des projets de société différents, qui sont face à face. Ce qui n'est pas franchement étonnant non plus si on regarde les résultats des élections. C'est vrai qu'au premier tour des présidentielles, si les représentants d'un modèle libéral avaient réussi à se mettre d'accord, ils auraient sans doute emporté la majorité. Quand on additionne les voix des trois premiers candidats libéraux, ils auraient eu plus de 50%. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Et de la même manière, on se rappelle que le président Morsi est passé d'extrême justesse face à Ahmed Shafik, qui était pourtant l'incarnation même du système Moubarak, mais qui avait réussi à concentrer sur sa tête, en fait, tous les gens qui ne voulaient pas d'un régime frère musulman. Est-ce qu'il faut d'ailleurs, pour comprendre l'opposition à Morsi, la définir uniquement sur le plan des pros et des contre-islam ? C'est plus compliqué, plus subtil que ça. Oui, bien sûr, c'est plus compliqué. C'est vrai aussi sans doute que parmi les anti-Morsi, on a des gens qui sont les anciens, ce qu'on appelle les Felloul en Égypte, des anciens de la période Moubarak, qui souvent ont finalement un projet de société qui peut être très conservateur et qui n'est pas forcément très éloigné de celui des frères musulmans, notamment sur la question de la place de l'islam. On a beaucoup parlé les dernières années des procès qui étaient faits contre des figures de la vie culturelle, ou bien en remontant un peu plus loin, il y avait eu en 2002 une affaire contre des homosexuels qui avaient été jugés et condamnés, une cinquantaine d'homosexuels. C'était une initiative qui venait du Parti national démocratique. Donc, c'est pour le coup, le camp de l'opposition peut regrouper des gens assez composites. Mais ce qui est apparemment de clair, c'est que le décret du 22 novembre a fait basculer dans le rang de l'opposition des gens qui n'étaient pas fondamentalement hostiles à l'idée de tester les frères musulmans, de voir ce que ça pouvait donner, qui leur faisait crédit du fait qu'on ne les connaissait pas, qu'on ne les avait pas vus aux affaires, et qui là, franchement, ont pris peur et ont basculé dans l'opposition. Vous dites deux Égyptes s'affrontent. Quelles sont les proportions ? Parce que la tendance, évidemment, vue d'ici,
à dire que, parce qu'on voit une manifestation place Tahrir, l'Égypte tout entière conteste la volonté d'un nouveau président. Bon, la place Tahrir, c'est quelques milliers, ou ça peut être quelques millions de personnes, mais il y a 80 millions d'habitants en Égypte. Comment définir les forces en présence? Est-ce qu'on a une idée tout de même, Moaz El Zougbi? Ce qui est intéressant en fait dans le cycle actuel au fait de mobilisation en fait contre Morsi, c'est que en fait la mobilisation en contestataire n'était pas qu'à la place Tahrir. En fait, il y a eu plusieurs mobilisations très importantes en fait dans les villes de Delta notamment où le score de Ahmad Shafik, l'ancien candidat en fait, à l'élection présidentielle, était très importante. Du coup, il y a eu plusieurs affrontements. Et d'ailleurs, les affrontements les plus violents n'étaient pas au fait, au Caire. Tout est début, les affrontements les plus violents étaient dans les villes de Delta. Et la semaine dernière, donc il y a eu les affrontements au Caire qui étaient aussi sanglants que les affrontements dans les autres villes. Donc je pense qu'on pourrait parler quand même d'une division fracture assez importante en fait au sein de la société égyptienne avec. Mais vous le feriez, pardon, ce serait quoi? C'est 50-50? Je vous vois effondré par ma question, mais dites-le si c'est... Non, c'est affreusement difficile à évaluer. Il n'y a pas d'institut de sondage véritablement fiable. Et puis, certainement qu'il y a une assise des frères musulmans auprès d'une population peut-être plus modeste, moins éduquée, la population des campagnes. Et par exemple, si on prend la question du référendum, ils vont avoir des moyens de diffusion de leur point de vue bien supérieurs à ceux de l'opposition. Donc, effectivement, toute la question aujourd'hui, c'est de savoir quel est le pourcentage de personnes qui vont imputer, par exemple, les troubles et la division du pays qu'on voit s'exposer aujourd'hui, ceux qui vont l'imputer au président Morsi et ceux qui vont l'imputer à l'opposition. Parce que toute la stratégie des frères consiste à dire le facteur de division, ceux qui vont nous emmener au chaos, ce sont les opposants qui sont des contre-révolutionnaires, une espèce de jeu comme ça. La rhétorique est en place. Oui, mais c'était d'ailleurs latent dans le décret du 22 janvier où justement le président Morsi se drapait dans cette espèce de qualité de défenseur de la révolution, et donc par ricochet, ceux qui sont contre lui sont des contre-révolutionnaires. Et là, par exemple, les mises à sac de siège du parti des frères musulmans peuvent effectivement faire passer les opposants pour des voyous. Et c'est vrai qu'aux yeux de la population qui est lassée de l'instabilité politique, qui a envie que l'économie redémarre, ça peut effectivement peut-être porter. Mais alors ça, c'est un peu tout l'enjeu des prochaines consultations. Et alors, est-ce que c'est aussi peut-être une chance pour l'opposition à Morsi de trouver là le moyen de se cimenter davantage qu'elle ne l'était jusqu'à présent? Moaz El Zougbi? Le truc, c'est que fait, pour le référendum, en fait, ça sera très difficile au fait, de savoir en fait, qui a voté pour le référendum, pour la nouvelle constitution, parce qu'il est pour les frères musulmans, du coup, il soutient les islamistes, et ceux qui veulent en fait, restaurer l'ordre et retourner en fait, à la normale. Et donc, je pense que... les élections législatives qui vont suivre en fait, la nouvelle constitution vont nous donner en fait, plus d'indicateurs en fait, sur la taille de chaque groupe, la taille du groupe pro-frères musulmans et pro-islamistes et le groupe qui est contre les frères musulmans. Et pour se terminer cette première partie, que fait l'armée pendant ce temps? Sophie Pommier, elle engage tout le monde à se réconcilier. Elle est en fait, évidemment, j'imagine, très attentive et à la manœuvre. Et est-ce que l'on craint là aussi, comme régulièrement en Égypte, l'idée que l'armée, éventuellement, un jour, sifflerait la fin de la partie pour reprendre en main la situation? Quel est le rôle de l'armée en ce moment? Jusqu'à présent, on a l'impression que l'armée est plutôt... exerce effectivement ses fonctions de maintien de l'ordre. Bon, clairement, depuis le coup de force du président Morsi contre le Conseil suprême des forces armées, en tout cas contre sa haute hiérarchie en août dernier, il y a eu un accord passé avec les militaires. Bon, il y a des tas de contreparties qui leur sont accordées. Il y a eu des acquisitions, par exemple, de matériel. L'Égypte a acheté 2 sous-marins à l'Allemagne il y a un peu plus d'un mois, alors
qu'elle est dans une situation économique extrêmement critique. Donc c'est évident que les militaires que le président Morsi passe son temps à encenser ont reçu un certain nombre de garanties et de contreparties. Mais à mon avis, il y a une ligne rouge pour eux. Les militaires sont des nationalistes très convaincus et il me semble que si la situation dégénère véritablement en affrontement, ils pourraient reconsidérer leur position. Nous revenons sur toutes ces questions avec vous dans la deuxième partie. Dès matin, l'Égypte déchirée une semaine avant l'adoption d'une nouvelle constitution. Une très grande manifestation est attendue pour demain en Égypte. Nos invités, Sophie Pommier, Moaz El Zoghbi. Mais 8h17, c'est l'heure de la chronique de Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Marc. Qui va gouverner l'Égypte issue de la révolution du 25 janvier ? Ceux qu'on appelle les libéraux ou bien les islamistes ? Les libéraux regroupent des forces politiques disparates sous des bannières très diverses, telles que celle du nasseriste Hamdin Sabahi, de l'ancien secrétaire de la Ligue arabe Amr Moussa, qui fut aussi un ancien ministre de Moubarak, ou du prix Nobel de la paix Mohamed El Baradei. Les libéraux sécularistes peuvent se prévaloir d'avoir été les initiateurs de la révolution, mais comme l'histoire l'enseigne, ceux qui donnent le coup d'envoi d'une révolution sont rarement ceux qui prennent la tête du régime dont elle finit par accoucher. Les frères musulmans ont certes pris en marche le train de la révolution, mais depuis qu'ils y sont montés, ils en ont pris le contrôle, remportant chaque fois les élections, réussissant leur bras de fer avec l'armée. Mohamed Morsi a-t-il fait le pas de trop vers le contrôle du pays en s'accordant un privilège judiciaire exorbitant le 22 novembre dernier ? Ce jour-là, en effet, le président égyptien élu, fort du prestige que lui vaut sa médiation réussie entre Israël et le Hamas, l'envoi sur place dans la bande de Gaza de son premier ministre Hicham Kandil, promulgue 7 articles qui placent tous les décrets qu'il a pris depuis son élection à l'abri de toute contestation juridique. La justice ne pourra plus non plus prononcer la dissolution du Conseil de la Choura, la haute chambre du Parlement, ni le comité constituant, tous deux dominés par les islamistes. En réalité, le président islamiste a un objectif proclamé, hâter la sortie de crise et instaurer un régime stabilisé, ce qui correspond au souhait de la majorité des Égyptiens, mais aussi prendre de vitesse la haute cour constitutionnelle qu'il soupçonne de vouloir dissoudre le comité constituant, comme elle a déjà obtenu la dissolution d'un parlement régulièrement élu. Les décrets du 22 novembre relevaient de la guerre préventive, mais en frappant le premier, le président Morsi a-t-il commis la faute politique que guettaient ses adversaires ? La mobilisation populaire de la semaine dernière l'a en tout cas contraint à faire marche arrière ce week-end. Ceux qu'on appelle les libéraux peuvent-ils reprendre l'initiative et éviter à l'Égypte un pouvoir islamiste ? Eh bien, plusieurs des spécialistes que j'ai consultés ce week-end sur les think tanks anglo-saxons ont l'air d'en douter. Pourquoi ? D'abord parce que la société égyptienne, comme beaucoup d'autres, a déjà été réislamisée en profondeur et sous le règne de Moubarak lui-même. Les frères musulmans veulent faire de la charia la principale source du droit, mais c'est ce que stipulait déjà en toutes lettres l'article 2 de la Constitution égyptienne, adopté en 1972. Depuis 1994, l'État égyptien a confié à l'université Al-Azhar une mission de censure de tout ce qui lui apparaît relever du blasphème et de l'atteinte à l'islam. Il n'y aura non plus rien de nouveau. Les frères musulmans se présentent comme les plus démocrates que leurs adversaires. N'ont-ils pas été choisis par 2 fois par le suffrage universel, alors que certains de leurs adversaires, comme El Baradei, ne cachent pas combien ils sont tentés par l'appel aux soldats ? Comme le dit Marina Ottaway sur le site de la Fondation Carnegie, il y a quelques paradoxes à voir des libéraux miser sur la justice et sur l'armée pour tenter d'empêcher l'expression du suffrage universel. Les frères musulmans, eux, se disent coincés entre les salafistes locaux, beaucoup plus radicaux qu'eux, et une armée dont ils peuvent redouter un coup d'État tel que celui qui a privé le fils de sa victoire électorale en Algérie en 91. Le Parti de la Liberté et de la Justice, le parti des frères musulmans, met en avant, pour rassurer, le tournant doctrinal qu'il aurait accompli avec sa plateforme électorale de 2005 par laquelle il se déclarait pleinement démocrate et respectueux du suffrage universel. Pourtant, aux yeux d'un Jean-Noël Ferrier qui s'exprime sur le site Telos, les frères, je le cite, sont des démocrates illibéraux, dans la mesure où, je le cite encore, ils soutiennent que le respect de certaines
certaines valeurs transcendantes est une juste raison pour limiter certaines libertés individuelles et que les institutions doivent y veiller. » Fin de citation. Qui des libéraux, pas complètement démocrates mais sécularistes, ou des démocrates illibéraux, franchement islamistes, doit-on craindre le plus pour le sort de la révolution égyptienne? La chronique de Brice Couturier à retrouver téléchargée sur franceculture.fr. Les questions, autant de questions qui vous sont posées. Sophie Pommier, Moaz El Zougbi. Sophie Pommier? Oui, enfin, c'est clair que parmi les opposants aux frères musulmans, il y a des gens qui avaient par rapport à l'islam des positions, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, très conservatrices. Simplement, on est quand même obligé de constater que le projet de constitution, qui est quand même un texte tangible, entérine une dérive évidente vers une plus forte islamisation. Effectivement, on a cet article 2 que vous évoquiez qui stipule que la principale source de la législation est la charia et qui est repris texto de la version précédente. Rien de nouveau. Si, il y a beaucoup de nouveaux. C'est qu'avant, ces principes de la charia étaient déterminés par la Haute Cour constitutionnelle, donc par une instance juridique, et que maintenant, en fait, ce n'est plus cette instance qui sera en charge de définir la charia, mais que c'est l'université El-Azhar qui sera consultée sur ce que sont les principes de cette charia. Donc là, on peut dire qu'ils étaient interprétés. Oui. Auparavant, d'une oui, certaine voilà. manière. Alors que maintenant, El-Azhar aura un poids plus important. Alors, aujourd'hui, l'imam d'El-Azhar, le Cheikh El-Tayeb, est une personnalité relativement libérale, mais rien ne nous dit que demain, ça sera toujours le cas, surtout que El-Azhar, comme le reste aussi de la société égyptienne, est pas mal travaillé par la montée en puissance du courant salafiste. Et par ailleurs, il y a d'autres articles de cette constitution qui sont assez inquiétants. La référence à la famille, aux valeurs familiales, par exemple. L'absence de dispositions concernant les droits des femmes. Une autre référence qui est faite aux traditions de la culture égyptienne. Est-ce que l'excision n'est pas, par exemple, une valeur culturelle? Et énormément de termes très vagues qui sont la porte ouverte à toutes les interprétations. Aussi des dispositions liberticides sur la presse, sur la liberté syndicale. Donc un texte quand même extrêmement inquiétant. Je reviens sur la charia en fait dans la Constitution. Il y a notamment en fait un nouvel article, l'article 219, l'article 219 en fait qui donne en fait une nouvelle définition à la charia en fait, parce que avant la Haute Cour constitutionnelle avait donné une définition pour ce qui est à charia, et du coup dans la nouvelle Constitution et sous la pression des alliés des frères musulmans, les salafistes, il y a eu en fait une nouvelle définition qui est très différente en fait de la définition qui a été donnée par la Cour constitutionnelle. Et dans les textes au fait de cette constitution, il y a aussi au fait tous les articles au fait qui concernent le budget de l'armée au fait, et le budget de l'armée qui ne serait pas débattu, enfin les détails ne seront pas débattus par le Parlement, mais par un Conseil de sécurité nationale qui est dominé par les militaires. Donc il y a très peu d'élus au fait qui siègent dans ce Conseil de sécurité nationale. Et les articles sur les libertés, il y a plusieurs articles qui sont très, très inquiétants, comme Sophie Pommier l'a souligné. Les procès militaires, donc la nouvelle constitution ouvre, toujours en fait la porte aux procès militaires en fait contre les civils. L'égalité entre les hommes et les femmes en fait ne sont pas en fait très soulignées. En fait, l'égalité n'est pas très soulignée dans cette nouvelle constitution. Les droits des enfants, pareil, la même chose. En fait, il y a très peu d'articles en fait qui parlent de donc le produit final au fait de cette constitution risque d'être encore plus conservateur en fait que la constitution que l'Égypte avait sous Moubarak. Et ce qui est très très important aussi dans la critique principale au fait contre le texte actuel, c'est le processus, le processus de l'élaboration, de la rédaction de la nouvelle constitution, qui était très contesté et loin d'être consensuel, ou voilà.
Brice Couturier. Oui, mais c'est très bien. On en est tous très bien persuadés ici parce qu'on vit dans un pays séculariste depuis longtemps. Mais est-ce que nous n'avons pas tendance à projeter nos propres catégories mentales et intellectuelles sur un pays qui est très différent? Apparemment, si l'opposition veut que le référendum sur cette constitution, sur l'adoption de cette constitution soit retardé, c'est parce que l'opposition sait pertinemment qu'une fois de plus, les frères musulmans seront vainqueurs devant les urnes. Donc il y a quand même une espèce de paradoxe à avoir une opposition qui se réclame des principes libéraux et démocratiques, de la laïcité, enfin de la sécularisation pour être plus précis, refuser le suffrage universel parce qu'il a peur d'être désavoué par lui. Encore une fois, la société égyptienne, elle semble avoir été réislamisée depuis très longtemps et aujourd'hui les frères musulmans ont l'air de surfer sur la vague. Après tout, ils ont gagné encore une fois les élections. Mohamed Morsi, il a bien été élu à 51,7% par 51,7% des électeurs et les frères musulmans ont fait un score extraordinaire aux législatives avec 44,6%. Sophie Pommier. Oui, c'est vrai, mais en même temps, le calcul de l'opposition, je pense, c'était de demander à ce que le comité constituant soit reformé, enfin, qu'il soit rééquilibré, parce qu'effectivement, tout ça, en fait, relève des conditions de départ, en fait, qui étaient très brouillonnes, parce qu'au lieu d'élire une assemblée constituante, on a décidé, enfin, c'était l'époque des militaires, qu'on allait d'abord procéder à des législatives, et qu'ensuite, on mettrait en place un comité constituant. Alors, de fait, on comprenait qu'il y aurait une corrélation entre la composition du comité constituant et les équilibres au Parlement. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. À quoi les libéraux ont contesté ensuite la composition de ce comité constituant. Alors après, c'est vrai qu'on peut tout à fait incriminer les libéraux dans leur incapacité à s'entendre et à faire des contre-propositions. Et à trouver l'oreille du peuple. Oui, certainement. Mais bon, aussi, il faut reconnaître qu'ils ont moins de moyens que ceux dont dispose la confrérie. Il n'en demeure pas moins que quand on prend le texte de la Constitution tel qu'il a été accepté par les membres, enfin voté par les membres du comité constituant, il y a quand même objectivement des dispositions potentiellement liberticides, et d'autant plus qu'il y a énormément d'articles qui sont assez vagues et qui renvoient aux dispositions de la loi. Je voudrais en citer un, pour prendre même celui qui... Enfin, effectivement, il y a quand même une sorte de flou dans la formulation. Ceci, par exemple, l'État doit s'engager à préserver la véritable nature de la famille égyptienne. Point. Alors, c'est quoi ça, la véritable nature de la famille? Vous êtes égyptien, Moiselle Zougbi? Mais justement, c'est tout. Enfin, ça sera défini forcément par la loi, et puisque la loi serait définie au fait par la majorité parlementaire, du coup, comme vous avez dit, au fait, les islamistes remportent à chaque fois les élections parlementaires, et du coup, le texte actuel donne beaucoup de marge de manœuvre au fait aux législateurs, aux députés parlementaires, pour interpréter la constitution actuelle et contrôler les pratiques, en fait. Ce qui va compter après tout, ça sera les pratiques qui seront, les pratiques au quotidien. Et donc la nouvelle constitution, avec des formules et de tournures aussi vagues, en fait, ouvre la porte. Sophie Pommier. Oui, je peux donner un autre exemple. L'article 48, la censure est interdite sauf au temps de guerre ou de mobilisation politique. Oui. Exemple. Voilà. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que parallèlement à la rédaction de cette constitution, il y a des lois qui ont été déposées, des projets de loi qui ont été déposés récemment, notamment par le ministère de l'Intérieur, qui portent sur la liberté de manifester, les libertés syndicales, et qui sont extrêmement inquiétantes. Donc si effectivement les lois qui vont préciser le contenu des articles de la Constitution sont de cette teneur-là, on est effectivement en droit de s'inquiéter. Alors nous allons rejoindre dans un instant Samar Al-Gamal, mais Brice, une question, et ensuite... Une brève objection et surtout une comparaison. Cette Marina Ottaway que je citais, qui travaille sur le Carnegie Endowment for International Peace, elle dit que la situation est très parallèle, très semblable à celle qu'on a connue en Turquie quand les islamistes ont gagné une première fois les élections. Déjà à l'époque, les islamistes qui avaient la majorité pour eux avaient en face une cour constitutionnelle et une armée qui ne voulaient pas de leur présence et qui ont refusé leur victoire électorale une première fois. Et puis progressivement, ils ont fini par se débarrasser de ces instances judiciaires et constitutionnelles qui les empêchaient de gouverner, et progressivement, ils se sont modérés et ils sont devenus un peu plus acceptables pour la communauté internationale. Est-ce qu'on ne peut pas espérer un tel déroulement en Égypte aussi ?
Sophie Pommier, Moiselle Zougui. Oui, c'est vrai que c'est ce qu'on a espéré dans un premier temps. Et mais moi, je me méfie assez des parallèles, et notamment du parallèle avec la Turquie. La société turque est quand même très différente. Elle a une expérience historique récente aussi très, très différente de l'Égypte. Moi, j'étais aussi assez sur cette ligne, qu'on pourrait résumer en attendant de les voir à l'œuvre. Mais là, très objectivement, ce qui se passe depuis quelques semaines est clairement inquiétant. Alors, je voudrais que nous rejoignions au téléphone en direct du Caire. Samar Al-Gamal, vous m'entendez ? Allô ? Oui, bonjour. Oui, bonjour, merci de nous rejoindre. Vous êtes en direct depuis chez vous au Caire. Vous êtes journaliste pour le quotidien indépendant Chorouk et vous faites partie de ces journalistes qui se sont mis en grève mardi 4 décembre dernier pour protester contre la politique du président Morsi. Vous dites en même temps que cette action de grève n'est pas l'action la plus adéquate parce que les événements sont importants à couvrir et que les journalistes ont besoin de rester actifs. Bref, vous craignez tout de même que les frères musulmans, avez-vous dit, verrouillent le pays, Samar Al-Gamal. Tout à fait. Comme vous venez de le dire, le pays vit en fait une situation médiatique assez déplorable. Mardi dernier, 12 journaux ont suspendu leur publication pour protester contre ce projet de constitution, en parallèle avec une manifestation massive et une marche sur le palais présidentiel. Le lendemain, les chaînes de télévision privées entendaient diffuser des écrans noirs, mais leur grève a été suspendue à la suite de l'attaque menée par les partisans du président contre des opposants devant le palais présidentiel. Ce contexte de pression contre les médias se poursuit. Depuis vendredi, en effet, la cité des médias, d'où diffusent les chaînes privées, est partiellement assiégée par des islamistes. Des présentateurs affirment avoir reçu des menaces de mort. Hier, en signe de protestation contre la pression dans les médias publics, les journalistes de télévision ont manifesté devant le siège de la télé avec du scotch sur la bouche pour dénoncer ce qu'ils qualifient de pression de la part du ministre de l'Information, qui est en effet membre des Frères musulmans. Bref, le règne de Morsi diffère peu de celui de Moubarak lorsqu'il s'agit des médias. La ligne n'est pas très bonne, donc je risque de ne pas pouvoir regarder très très longtemps. Il est 9h32 au Caire en ce moment, Samar Al-Gamal. Quelle est tout simplement aussi l'atmosphère aujourd'hui, à la veille de la manifestation de demain, que vous pouvez noter et voir dans la ville du Caire, par exemple, hein, ce matin ? Ce matin, la rue est assez calme, je dirais. Il n'y a pas de manifestation prévue pour l'opposition. Hier soir, l'opposition a décidé de partir en manif devant le palais présidentiel encore une fois mardi pour protester contre le référendum. Hier, l'opposition a décidé de ne pas participer à ce référendum. Mais aussi il est question de protester contre de nouvelles décisions de Morsi qui ont été annulées dans la nuit. Il s'agit par exemple d'un décret à effet de loi décidant de nouvelles taxes sur les produits et services de base et que le président a annulé hier à 2h du matin. Est-ce que vous pensez, vous, qu'il y a un risque, comme certains observateurs le disent, notamment l'éditorialiste de Al Tahrir, qu'il y a un risque de guerre civile en Égypte? Écoutez, avec la scène qu'on a vue mercredi plutôt dans la soirée avec ces partisans du président, dont quelques-uns étaient armés et qui sont partis attaquer le sit-in des opposants devant le palais présidentiel, qui a dégénéré en fait en scène de guerre, presque. Avec des morts, des blessés, le risque n'est pas à écarter. Je vais citer ici un dirigeant de la confrérie, numéro 2 de la confrérie des femmes musulmanes, Khayrat al-Shater, qui a tenu une conférence de presse hier à côté des islamistes plus radicaux pour dire que toutes les options sont sur table, toutes les options sont ouvertes pour protéger la légitimité. Merci Samar Al-Gamal de nous avoir donné comme ça justement un instantané depuis le Caire. Sophie Pommier, je vous voyais
hoché la tête sur certains propos de Samar El-Gamal? Non, je sais pas. C'était à propos d'effectivement l'impression de cafouillage, parce que le président Morsi annonce une hausse d'impôts qui lui est en fait imposée par les conditions du prêt du FMI. C'est assez étonnant de le voir faire cette proposition forcément très impopulaire quelques jours avant le référendum. Ensuite, il l'annule, donc on a quand même l'impression d'un certain cafouillage. Ce que je voulais peut-être juste dire, c'est que pour l'opposition, c'est très difficile de naviguer dans la situation actuelle. C'est une forme de piège qui est en train de se refermer sur l'opposition avec cette histoire de référendum, puisqu'en fait, le comité constituant n'ayant pas été élu avait un problème de légitimité qui va être contré en théorie, par le vote populaire. C'est-à-dire que si la Constitution est validée par le référendum, les libéraux ensuite se verront rétorquer que cette Constitution est légitime. Et donc, effectivement, que faire? Sylvain Kahn. Oui, il y a quelque chose qui me trouble un tout petit peu dans ce que vous nous expliquez depuis tout à l'heure, c'est que, pour caricaturer, on peut avoir l'impression que finalement rien n'a changé entre le régime de Moubarak et le régime présidé par M. Morsi. Vous parlez bien dans votre micro. Oui, donc ma question c'est, mais est-ce que donc rien n'a vraiment changé? Est-ce que c'est vraiment Morsi égale Moubarak, les frères musulmans égale le régime précédent? Et il y a eu un changement quand même, c'est que... El Zougbi. Donc les frères musulmans essayent de changer de position, donc de passer de dominer, au fait, les frères musulmans faisaient partie de la classe politique, mais ils étaient dominés. Maintenant, ils essayent au fait de investir le pouvoir et de devenir au fait le dominant, oui, avec les mêmes règles. C'est ça, donc peut-être avec vous, il y a pas de changement. Oui, c'est ça. Peut-être avec des règles encore pire que les règles qui étaient... je ne sais pas si on prend par exemple la corruption, si on prend les très grandes difficultés des politiques urbaines au sein du Caire, ville très connue la sécurité, pour le problème des déchets, le problème de l'insécurité. Est-ce que rien n'a vraiment changé dans la politique menée depuis plusieurs mois par le nouveau pouvoir? La crise actuelle, je pense que ce qui s'est passé devant le palais présidentiel mercredi dernier est vraiment en fait un point très très important, parce que qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? En fait, les forces de l'ordre, la police, le ministère de l'Intérieur, en fait, qui détient en fait une relation assez tendue avec les frères musulmans. En fait, les frères musulmans ne voulaient pas en fait d'un sit-in devant le palais présidentiel. Le palais présidentiel considéré par les frères comme leur fief. Donc ça nous appartient. Le président, c'est un frère musulman, donc le palais, ça nous appartient, et les opposants n'ont pas le droit de manifester au fait devant le palais présidentiel. Le ministère de l'Intérieur n'a rien fait, et le ministère de l'Intérieur a laissé les opposants en fait s'installer devant le palais présidentiel. Qu'est-ce que les frères musulmans ont fait? Les frères musulmans, très très provoqués par la réaction des forces de l'ordre, les frères musulmans décident de faire la loi eux-mêmes, de remplacer les forces de l'ordre et du coup de se mobiliser, d'envoyer ces hommes pour dissiper. Donc ça c'était le mot qui a été utilisé par le leadership des frères musulmans pour mettre fin en fait à cette mobilisation. Et sur ce, on a construit aussi un troisième rempart, je crois, aux deux premiers pour protéger, qui entoure ce palais présidentiel que l'on ne doit sans doute plus voir du tout derrière. Donc c'est murs que l'on construit au fur et à mesure de jour en jour. Brice Couturier. Deux questions à la fois. La première, dans le prolongement de ce que disait Sylvain Kahn à l'instant, est-ce qu'on n'a pas aussi affaire à une révolution très classiquement qui se heurte à des institutions qui ont été mises en place par le pouvoir précédent, à savoir le judiciaire, la haute cour constitutionnelle, le procureur général, qui sont donc les derniers relais d'une opposition qui essaye d'empêcher la révolution d'être prise en main par les frères musulmans? Et deuxième question, j'ai cité à dessein ces sites américains, ces think tanks américains. Je me demande, moi, à quoi jouent les Américains? Parce qu'après tout, les frères musulmans sont des conservateurs, ils sont libéraux en économie, ils ne touchent pas à l'armée qui est, comme on sait, subventionnée par les États-Unis. Morsi a joué un rôle très intéressant et très apprécié par Obama dans le fait d'éteindre le conflit à Gaza, entre Gaza et Israël. Bref, et il n'a pas remis en cause le traité de paix avec Israël. Bref, c'est un interlocuteur qui est extrêmement acceptable pour les États-Unis. Et moi, je suis frappé de la dissonance entre le ton que nous avons, nous, dans les médias français, qui est attaquer cette constitution parce qu'elle est manifestement islamiste et qu'elle nous inquiète parce que nous sommes un peuple laïque et sécularisé, et la réaction des Américains qui a l'air extraordinairement plutôt favorable finalement à ce nouveau pouvoir. Qu'est-ce que vous en pensez? Sophie Pommier.
Je pense que déjà que la Constitution est plus grave que, elle est vraiment liberticide potentiellement. C'est vrai qu'on s'est posé la question de l'attitude des Américains, surtout que le décret du 22 novembre était consécutif à un séjour de Hillary Clinton qui était au Caire 2 jours avant, et donc on s'est effectivement demandé s'il était concevable que Morsi ait procédé à ce coup de force sans en avoir averti les Américains. Alors l'interprétation qu'on peut en faire, c'est que effectivement pour les Américains, ce qui compte, c'est la sécurité régionale, qui est déjà très perturbée par la crise syrienne, par le problème du nucléaire iranien. Et que donc, le président Morsi ayant fait la démonstration à Gaza de sa capacité à réguler la situation, finalement, pour les Américains, la case la plus essentielle avait été cochée. Et qu'en ce qui concerne la situation intérieure, peut-être aussi que Washington pense que les frères étant la force politique à l'heure actuelle la plus structurée, c'est elle qui est la mieux à même de tenir ce pays de 84 millions d'habitants. Et donc, du coup, qui a une petite tendance à être conciliant sur les questions de politique intérieure. Oui, Brice. Et sur ma première question, ça serait plutôt pour notre ami égyptien. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'en fait, pour aller encore une fois dans le sens de la question de Sylvain Kahn, on a affaire à un mouvement révolutionnaire qui vient d'être élu, qui a été élu, qui est passé 2 fois devant le suffrage universel de manière victorieuse, c'est-à-dire le parti des frères musulmans, et qui se heurte à des institutions qui sont celles de Moubarak, en réalité. Parce que la haute cour constitutionnelle, elle a été nommée par Moubarak. Le procureur général, qui a déjà été viré une fois par Morsi, lui aussi, c'est un homme de l'ancien régime. Et il y a toute cette confusion inquiétante du côté des forces de l'opposition dites libérales, qui sont composées à la fois de gens qui sont, comme vous et moi, des libéraux démocrates et sécularistes, mais aussi des anciens partisans de Moubarak qui se cachent. Il ne faut pas le cacher, il ne faut pas se le dissimuler, derrière ces libéraux. Donc c'est ce qu'on pourrait appeler des forces de réaction, c'est-à-dire des gens qui défendent l'ancien régime, en réalité, et pas une avancée démocratique. Donc c'est très complexe, c'est beaucoup plus que ce qu'on a tendance à voir depuis ici. Moi, El Zougbi. C'est très complexe, effectivement, mais encore une fois, les frères musulmans ont fait partie de la révolution, mais c'est la force la plus conservatrice. En fait, les frères musulmans ne sont pas du tout dans une logique révolutionnaire. Et ils ont pris le train en marche. C'est pas eux qui ont déclenché cette révolution. Maintenant, au fait, le conflit entre les frères musulmans et les différentes institutions de l'État, au fait, ce n'est pas un conflit entre révolutionnaires et des institutions qui sont contre la révolution. C'est surtout au fait un conflit de pouvoir, de contrôle. Les frères musulmans, en fait, ils veulent contrôler ces institutions avec exactement les mêmes règles de jeu. Du coup, ils ne sont pas dans une logique révolutionnaire. On va faire tabula rasa, on va changer toutes les règles. On veut juste, au fait, vous contrôler. Donc, dominer les mêmes institutions pour les utiliser. La revanche du pouvoir. C'est ça. Et du coup, ça... Sophie Pommier ? Oui, non, c'est vrai que on peut trouver effectivement légitime que les frères, par exemple dans les nominations de gouverneurs, aient placé un certain nombre de personnes. Ils sont les vainqueurs. Oui, tout à fait. Ils l'ont fait avec une certaine habileté parce que souvent c'est pas le numéro 1 qui a été un frère choisi comme étant frère musulman, c'est plutôt le numéro 2 voire le numéro 3. Donc ça c'est assez habile. Mais ce qui est plus inquiétant, c'est la manière dont effectivement ils reprennent les réflexes de l'ancien régime. Quand, par exemple, il nous explique que les opposants sont manipulés par l'étranger, qu'on intente un procès contre les leaders de l'opposition pour espionnage. Donc, on a vraiment... C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire on ne change pas de lexique non plus. On change pas de lexique. Au bout de 10 ans de révolution. C'est tout à fait normal, il faut attendre. C'est un processus lent. La transition démocratique ne se fera pas du jour au lendemain. Mais pour le moment, effectivement, il y a beaucoup à redire. Oui, mais vous savez que la blague qui circule notamment par rapport à la Syrie aujourd'hui, c'est que dans l'armée rebelle syrienne, quand on jure que la révolution gagnera, pavloviennement, on entend des vives Bachar al-Assad, et puis on se reprend en grand éclat de rire, parce que pavloviennement, on en est toujours à parler un petit peu comme avant. Sylvain Kahn. Oui. Quel impact ont, selon vous, sur l'ensemble du printemps arabe, les actuels événements égyptiens ? Et puis, plus généralement, on est bientôt à 2 ans du début du printemps arabe. Quel bilan pouvez-vous en tirer de façon globale ? Je pense le rôle des islamistes, le fait que... le comportement des frères musulmans qui est très très critiqué en Égypte en ce moment par l'ensemble, presque l'ensemble de la classe politique, mis à part les alliés des frères musulmans. Je pense que cela va avoir des conséquences sur entre guillemets le printemps arabe dans les autres pays, et notamment la Syrie, si on marche en ce moment. Et je pense que le comportement des frères musulmans et le fait qu'ils veulent monopoliser, et tout dominer et tout décider,
pourrait au fait créer des tensions pour l'opposition syrienne et créer de méfiance au fait vis-à-vis des frères musulmans syriens qui pourrait être considérés comme une force islamiste, comme les frères musulmans égyptiens, qui vont essayer d'avoir exactement le même comportement une fois le régime est tombé. On va arriver quasiment au terme de l'émission. Je vous trouve très injuste tout de même, Sophie Pommier. Il y a des avancées dans cette constitution. Le remplacement du procureur général actuel qui avait été nommé sous Hosni Moubarak, l'interdiction de la torture, lit-on, dans cette nouvelle constitution, le fait que l'Égypte devienne clairement un régime parlementaire avec une redistribution des pouvoirs favorable au Parlement, la présidence est réduite à 2 mandats de 4 ans, et puis que le président, donc limité à 2 mandats de 4 ans, voit aussi la formation d'un nouveau gouvernement par un Premier ministre qui est soumis à l'approbation du Parlement. Ce sont de très grosses avancées démocratiques, ça tout de même. Oui, il y a quelques avancées, effectivement. Non, mais par exemple, l'interdiction de la torture, elle était déjà dans la Constitution de 71, qui était sur le papier un véritable modèle démocratique. Donc après, elle a péché par son application. Non, oui, c'est vrai. Par exemple, la réduction du mandat présidentiel à 4 ans. Et, le problème, c'est que le 22 novembre dernier, le président Morsi nous a montré qu'il était capable de s'affranchir des règles et que quand on l'a fait une première fois, il n'y a que le premier mouvement qui coûte et on peut effectivement se demander si l'habitude ne sera pas prise. Brice ? Non, moi je voudrais juste revenir sur ce truc qui me frappe, parce que c'est ce qu'on dit dans la presse américaine encore une fois, c'est ce contraste entre le fait que des gens qui se réclament du libéralisme politique, de sécularisation des Lumières, bref, de la démocratie, continuent à miser sur le judiciaire et sur l'armée, avec la question qui est posée au ce moment, c'est qu'est-ce qui se passe dans l'armée ? Parce que nous n'en savons rien, il paraît que les services secrets américains se sont plantés et qu'ils ne savent absolument pas si les frères musulmans n'ont pas commencé déjà à noyauter l'armée, et aujourd'hui l'opposition libérale considère encore l'armée comme son dernier recours si on va vers la guerre civile ou vers la dictature islamiste, et on ne sait pas du tout si cette armée elle est capable de mettre un frein comme elle l'a fait en Turquie. Justement, je reviens avec l'exemple turc. Le Conseil de sécurité nationale turc a longtemps encadré les islamistes turcs pour les modérer avant de leur laisser le pouvoir plein et entier. Est-ce qu'en Égypte on peut encore les forces dites libérales, c'est ça le paradoxe, peuvent encore compter sur l'armée? Moaz El-Zougbi, puis nous arrivons à la fin. Oui. Je ne pense pas. Effectivement, si l'armée va intervenir, et d'ailleurs c'était le fond de la déclaration de l'armée d'il y a 2 jours, l'armée va intervenir en un seul cas, c'est s'il y a un vrai risque au fait de guerre civile et de conflits et de violences civiles assez répandues. À part ça, je ne pense pas au fait que l'armée au fait va intervenir pour empêcher une dictature islamiste ou quoi que ce soit. L'armée ne va pas se mêler dans les conflits entre les forces politiques. Sophie Pommier ? Je pense que l'armée a eu une mauvaise expérience du pouvoir, qu'elle s'est rendue compte qu'elle n'était absolument pas capable de gérer le pays, que ce n'était pas son rôle, et qu'elle minait son propre crédit auprès de la population. Donc elle ne reprendra la main que si véritablement elle estime que la sécurité intérieure et l'unité du pays sont menacées. Voilà. Est-ce que vous croyez à un noyautage par les frères islamistes aujourd'hui ? Par les frères musulmans ? Par les frères musulmans. C'est la grosse question à laquelle, en gros, personne n'est capable de répondre. Demain, donc, très grande manifestation dans tout le pays, pro- et anti-Morsi en Égypte. Le 15 décembre, donc, la Constitution sera-t-elle adoptée ou pas ? Si d'ici là, d'ailleurs, les événements se déroulent comme le président Morsi l'a prévu. Il y aura au Trocadéro à Paris le 15 décembre prochain une manifestation des Égyptiens de Paris. On risque de trouver moitié-moitié la même configuration qu'en Égypte, ou ce sera plutôt des pro ou des anti-Morsi à Paris, je ne sais pas, moi. Qu'est-ce que vous en savez, Moaz El-Zougbi ? On ne sait pas. Je pense que ça sera peut-être... Plutôt des libéraux, quand même, a priori. J'espère qu'ils n'y aura pas les mêmes affrontements que... Ça, c'est sûr. Il y aura pas...